Debout, ça va me motiver. Alors, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir conviée. Je me sens vraiment très privilégiée. Vraiment très privilégiée. Et voilà, donc évidemment qu'on va faire le cours pour la Refoua Shelema de Noémie Bat Valérie Aziza. Voilà, Ben Shach Olam Israël, parmi tous les malades d'Israël, et que voilà, tout le monde trouve le chemin de la guérison. Amen. Amen. Et je rajoute juste Mélanie Simtra bat Corinne Esther et Valérie Simtra bat Réfa, qui sont dans le même cas que moi. Ok, et que tout le monde va aller sur la voie de la guérison. Et les Ratachem, après, vous allez nous renforcer, nous donner des très beaux messages. Alors, justement, on hésitait par rapport au sujet, on ne sait pas trop quoi faire avec Noémie quand on s'est appelé, tout ça. Et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, cette semaine, c'est la paracha de la plainte. Le sujet, c'est l'insatisfaction, la frustration, l'expression négative de tout ce qui nous embête et de tout ce qui est anxiogène. Elle m'a dit, ah, ben c'est génial. C'est parfait, ça correspond très bien. Et tu m'as dit une phrase que je n'oublierai jamais, et en fait, qui va être le départ du cours. Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, ah bah c'est super parce que moi, j'apprends à dire merci pour l'épreuve. Et en fait, ce qu'elle arrive à faire, Noémie, alors moi, personnellement, je ne suis pas du tout capable, je vous l'avoue, mais alors pas du tout, j'arrive, tu vois, pas à ta cheville, j'arrive à ton orteil, voilà, mais je veux aller là-bas. Je veux aller là-bas et remercier pour tout, mais pour ça, il y a un derrière, pour ça, il y a un chemin. Et c'est la Torah qui va nous montrer ce chemin. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très important, c'est de ne pas brûler les étapes. Parce que si vous, comme moi, enfin je parle du commun des mortels, je ne parle pas de Noémie, voilà, on saute directement à dire merci pour toutes les épreuves qui nous arrivent, il risque d'y avoir un bug quelque part. D'accord? Vous me suivez ou pas? D'accord? Moi, ce que je veux, c'est qu'on s'emmène là-bas. D'accord? Alors, comment ça marche? Donc déjà, il faut comprendre que tout ce qui est de l'ordre, comme j'ai dit, de l'anxiogène, bon, c'est un peu le lot de tout ce qu'on vit en ce moment, entre les news, les I24, la Flotti qui fait ceci, Mélenchon qui dit truc machin, Rima Hassan qui dit voilà, et après tu passes à autre chose, mais du coup les autres, tu sais plus où donner de la tête. Et je pense que anxiogène, ça correspond à notre époque, ça correspond à notre période. Excusez-moi, je trouve que ça correspond aussi beaucoup à notre génération, parce que si tu vois ta grand-mère qui a vécu en Tunisie à la Goulette et tu lui dis « Mamie anxiogène », elle te dit « Shkoun anxiogène ». Genre, c'est quoi ce mot? On ne connaît pas. Nous, on ne connaît que le kiff. Alors, toute l'idée, ça va être justement de se dire « Ok, comment gérer toutes ces expressions sans justement tomber trop dans le reproche, dans l'empathie, dans le négatif, dans l'anxiogène, justement. Comment, en fait, exprimer ce qui nous dérange sans jamais tomber dans le déni. Ça veut dire comment prendre de la hauteur, comment prendre de la grandeur, tout en restant, en fait, accroché à la réalité. Et vous allez voir qu'en fait, cette paracha va nous donner vraiment le chemin pour y arriver. D'accord? Et j'aimerais vraiment vous dire à quel point ce cours, en fait, il est important. Pourquoi? Surtout pour les gens comme vous qui écoutez des cours de Torah. Je sais que parmi vous, il y a des grandes sadéquettes qui sont super branchées aux cours de Torah. Et en fait, il y a, excusez-moi, un discours qui est très en vogue, d'accord, mais qui, comment dire, qui brûle les étapes. C'est en mode du style, non mais celui qui a peur, il n'a pas de émouna. Je sais pas, ouais, mais moi quand même j'ai peur et comment je fais et attends et en fait tu dis attends, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, mais je me retrouve pas du tout. Donc soit tu te culpabilises, soit tu dis bon la Torah c'est pas pour moi, donc tu sais pas trop quoi faire, d'accord? Alors je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Vous allez voir en fait à quel point elle est emblématique de ce que je viens d'expliquer. J'étais en voiture pour partir pour une journée de travail à Jérusalem. Et on était 2 pour une mission. Et vous savez, je suis partie, j'ai laissé la maison, je ne sais pas comment vous expliquer, genre, vous savez quand vous laissez la maison et c'est genre, mais il y en a partout. Vous connaissez ou pas? Le linge qui déborde comme ça, la tache de je sais pas quoi par terre, des habits partout, aucune chambre n'est faite, chaque chambre c'est Hiroshima. Et je pars pour une longue journée, genre, je sais pas, 8h, 18h sur Jérusalem avec une autre personne. Et je me dis,
heureusement que la femme de ménage va venir aujourd'hui. Heureusement. Tu sais, tu pars, t'es détente, tu dis, bon, au moins, elle va passer 3 heures, 4 heures et tout, mais au moins, je vais rentrer. Il me restera plus que faire à manger et coucher les enfants. On fait une journée de travail éreintant. Je reprends la voiture, on est les deux. On reprend la voiture vers, je sais pas, 16 heures. Et là, je sors mon téléphone et je vois I'm not coming today. I cannot come. Sorry, bye. See you next week. Je fais oh non. Et je suis là dans la voiture, je fais oh non. Oh là là. Alors la femme à côté de moi, elle me fait qu'est-ce qui se passe? Je fais, oh purée, tu sais pas ce qui m'arrive. La femme de ménage, elle m'a plantée. Et là, la femme à droite, avec son foulard, me dit mais je ne comprends pas. Tu n'as pas de émouna ou quoi? Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et là, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Je suis dans la voiture, j'ai envie d'étrangler la personne à ma droite. Je préfère étrangler mon volant. Et je me sens, vous connaissez le moment de solitude où en fait, tu n'arrives plus que tes yeux pour pleurer. Et en plus, ça, genre, on te juge, genre, toi, t'es une hérétique, quoi. Parce que tu as osé dire, oh, ça me saoule, elle n'est pas venue à femme de ménage. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ah ben, je suis très contente. Merci. Ben, je suis très contente. Parce que la Torah, elle n'est pas du tout dans ce qui... on va dire que cette chose-là, en fait, on a brûlé les étapes. On a brûlé les étapes. C'est pour ça qu'on sent qu'il y a un bug quelque part. D'accord? La Torah nous dit, au nom de le roi Salomon, il nous dit Daga belef ish yashrena. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque ton cœur, pardon, la parole, elle est libératrice de ce que tu as dans le cœur. Ça veut dire le moment où tu as dit oh, flûte, elle n'est pas venue, j'en ai marre, je suis fatiguée. Ben, en fait, ton cœur, pouf, c'est comme un ballon que tu as de baudruche, hop, tu l'as éclaté. En fait, finalement, ça va mieux. Tu peux passer à l'étape numéro 2. Mais en fait, tu ne pourras pas passer à l'étape numéro 2 si tu n'as pas passé d'abord à l'étape numéro 1, qui était de libérer ce que tu avais dans le cœur. D'accord? Je suis très contente que vous soyez d'accord. Ça nous fait plaisir à t'entendre ça. Bien, alors je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Bienvenue au club des êtres humains. Voilà, bienvenue au club des êtres humains. Je vous dis ça parce que on dit comme ça le Rav Jacobson, il dit Liot Eved Hashem. Je suis obligée de le dire en hébreu quand voilà, ouais. Liot Eved Hashem, Zelo Tachlif le Adam, Ze Adam plus. De grandir en spiritualité, c'est pas d'être un nouvel énergumène, genre quelque chose qui n'est pas une personne, quelqu'un d'illuminé ou quelqu'un qui est complètement résigné. Non, c'est une personne plus. Ça veut dire une personne qui s'élève, qui a de la grandeur, qui a de la hauteur, mais qui a les pieds sur terre, qui est connectée à elle-même. D'accord? Donc, en fait, si tu veux brûler les étapes, tu crois faire un raccourci, mais en fait, tu es en train de faire un court-circuit. D'accord? Donc, comment ça marche? Vous allez voir que dans cette paracha, en fait, on va voir justement 2 types de plaintes. D'accord? Une qui est parfaitement productive, et c'est comme si on nous donnait en fait la méthode pour justement s'enlever et puis s'élever. D'accord? On va dire c'est un peu ces 2 étapes-là. Et puis une autre, vous allez voir, où on va voir les 7 erreurs. Enfin, je ne sais pas combien il y en a, mais vous savez, c'est comme dans une image où tu vas voir toutes les erreurs de ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, cette paracha-là, c'est génial parce qu'elle nous met finalement ces 2 exemples comme des parfaites illustrations en perspective pour que nous, on en prenne les leçons. D'accord? Alors déjà, on va avoir un premier groupe de personnes qui va venir en fait se plaindre. Se plaindre à qui? Se plaindre à Moïse. Donc, dans quel contexte se passe notre paracha de Béalotra? Les Juifs sont dans le désert. Ils sont sortis d'Égypte il y a environ 1 an et ils font des pérégrinations dans le désert. Et normalement, ils sont censés s'apprêter à rentrer en Israël. D'accord? C'est dans ce contexte-là que ça se passe. OK? Et est passé le premier Seder, si vous voulez, de Pessah. Premier Pessah de l'histoire. L'année d'avant, en fait, ils étaient en pleine sortie d'Égypte, le 15 Nissan. Et là, on est le 15 Nissan, 1 an plus tard. D'accord?
qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un certain groupe qui était en charge d'une dépouille, d'accord, de la dépouille de Yosef. Et donc, comme ils étaient en état d'impureté, du coup, ils n'ont pas pu apporter le Korban Pessah. Ils n'ont pas pu faire le Korban Pessah, d'accord? Et donc, ils viennent voir Moshe, ils disent, quelques jours après, quand même, on aurait tellement voulu faire le Korban avec tout le monde, on a raté ça, on est mal, on n'est pas bien, on n'est pas content, on n'est pas satisfait. Ça nous manque. D'accord? Maintenant, Moshe Rabbeinu, il dit, mais de quoi vous vous plaignez? De quoi vous vous plaignez? Vous ne pouviez pas, du coup, c'est tout, c'est pas grave, acceptez, avance. Avance, t'as pas pu. Imaginez, c'est comme, moi j'ai une copine par exemple qui a accouché le jour de Kippour. D'accord? Et donc en fait, quand tu accouches à Kippour, bah, tu manges. Voilà. Et ben après, elle m'a dit, il me manque Kippour. Genre, j'ai pas eu Kippour cette année. Et franchement, je la comprends. Je la comprends grave. Elle dit, je veux avoir un rattrapage, là, quelque chose. Et son père, il a dit, non, tu dois manger, tu dois bien manger, tu as pris une naissance, donc au contraire, tu dois bien manger. Et d'ailleurs, je ne savais pas, mais son père, il lui a dit de faire kidouche le jour de Kippour, quand elle a mangé. Parce que pour elle, c'est une mitzvah de manger. Elle a accouché, c'est une mitzvah de manger, donc elle fait kidouche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle me dit, mais moi, il me manque mon Kippour. Et bien eux, c'est pareil. Il leur manque leur Pessah. Donc ils vont voir Moshe, et Moshe, ils sont tombés sur la tête. Ils veulent que je leur fabrique une fête, qu'est-ce qu'ils veulent chez moi? Bon, vous savez quoi? Je vais quand même aller voir le maître du monde, mais je vais quand même demander de changer le calendrier des fêtes qui est prévu depuis la nuit des temps pour vous rajouter une fête juste pour vous faire plaisir. Parce que vous n'êtes pas content, vous avez raté le Seder de Pessah. Eh bien, vas-y, tente Moshe. Et Moshe tente. Et finalement, ils ont gain de cause. Dieu dit, eh bien, pour ces gens-là, on va fabriquer un nouveau Pessah. C'est le fameux Pessah Sheni qui a lieu 30 jours après le vrai Pessah, donc le 14 Iyar. Et en fait, là, tu vois à quel point, en fait, le fait d'avoir eu une forme de récrimination, c'est-à-dire une plainte, quelque chose de négatif qu'on a exprimé en nous, ça a suscité quelque chose de positif. Tu dis, ah tiens, ça n'a rien à voir avec tous les trucs de Emouna que j'avais déjà entendus. Attends, il faut qu'on fasse de l'ordre. Je vous ai dit, il faut qu'on fasse de l'ordre. Comment quelque chose que j'ai exprimé de négatif va apporter du positif dans ma vie? Et ça, je vous dis, il faut remettre de l'ordre parce que j'entends des choses du style « je suis triste de ne pas être dans la joie ». Vous avez déjà entendu ça ou pas? Je m'en veux de me sentir coupable. C'est devenu freudien comme truc, tu vois. Je regrette de m'en vouloir. Tu dis, oula, attends, 2 secondes, 2 secondes. Venez, attends, tu t'en veux, ok. T'es triste, ok, t'as peur, ok. Ouais, première étape, d'accord? Alors, je vais vous donner notre feuille de route, d'accord? C'est très facile. La feuille de route que nous donne une rabbinite extraordinaire que j'adore, qui s'appelle la rabbinite Sylvia Tokoczynski, elle nous dit, regarde, nos chachamim nous donnent la feuille de route. La feuille de route, elle se fait en 2 étapes. C'est quoi ces 2 étapes? C'est ce qu'on dit dans la prière du soir, c'est Emet ve'emuna. Première étape, c'est Emet. Deuxième étape, c'est Emouna. C'est quoi première étape, Emet? Emet, c'est la vérité. Ça veut dire, j'ai un sentiment, c'est quelque chose qui s'impose à moi. Et maintenant, je me rappellerai toujours de ces mots, elle dit, Arshav ani pogeshet et ze. Maintenant, je viens à la rencontre de ce sentiment. Qu'il soit positif, négatif, justifié, pas justifié, exagéré, pas exagéré. C'est là. Et je viens à sa rencontre. D'accord? Et je vais vous dire, c'est quelque chose qui est fondamental. Pourquoi? Parce que quand on s'envole dans les trucs spirituels, etc., comme je vous dis, des fois, on veut brûler cette étape. Et le problème, c'est quoi? C'est notamment nos enfants. Ce discours-là ne passe pas du tout. C'est-à-dire quand tu dis à ta fille, elle est paumée au milieu de nulle part, elle a raté son bus, elle va arriver en retard à l'école, et tu dis, ah chérie, Yakol et Tova, tu dis, mais maman, je suis en retard à l'école. Genre, écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Déjà, c'est la première chose. Oh, ma fille, je suis désolée, ça m'embête pour ce qui t'arrive. Oh là là. Attends, je suis sûre qu'on va réussir à trouver une solution. Mais j'ai capté le truc. Sinon, l'enfant, il se sent incompris. Et ça, je veux dire, j'ai fait l'expérience.
D'accord? Parce que nous aussi, on a eu nos envolées spirituelles, comme tout le monde, d'accord? Et on a toujours, d'accord? Au Hachem, mais on évolue, on mature, on prend ses marques, et à Kol et Tova, et tout est bien, toutes les étapes, elles sont bonnes. Mais il y a eu un moment où, chez nous, c'est « Ah non, tout est super, à Kol et Tova, Hachem, il gère tout est bien, nanani, nanana. » Et j'ai un enfant, voilà, donc celles qui connaissent un peu mes cours, je parle à peu près toujours du même. Un enfant un peu hyper sensible, d'accord, et à ce moment-là qui commençait à faire, voilà, des comportements intéressants, on va dire ça comme ça, comme par exemple faire la toupie au milieu du salon parce qu'il n'est pas content de je sais pas quoi, comme s'accrocher au rideau parce que truc, comme frapper sa sœur. Vous connaissez pas, sûrement vous connaissez pas, d'accord? Pas du tout, bah oui, voilà, vraiment. Et en fait, j'ai trouvé un truc, alors c'était la thérapie avec les animaux. D'accord? Alors c'est très bien parce qu'il n'a jamais su de sa vie qu'il a fait une thérapie. Il croyait qu'il allait jouer avec des perroquets. Mais ouais, c'est très israélien. Mais en fait, lui, avec les perroquets, il disait, par exemple, elle lui disait, ah, pourquoi ce perroquet est à l'écart? Oui, parce que ses frères et sœurs là-bas, et ils ne l'accueillent pas. En fait, c'est pour pouvoir lui faire parler et décoder, quoi. D'accord? Donc lui, il a cru qu'il a caressé des perroquets pendant 6 mois. Mais en fait, c'était une thérapie. Bref, alors elle nous dit comme ça, donc au bout de 3-4 mois, qu'elle a vraiment voilà, fait connaissance avec lui, qu'elle a un peu compris certaines sources du problème et tout. Elle nous fait venir, elle nous dit, regardez, je vais faire un point avec vous. Et elle nous dit, regardez, j'ai une chose à vous dire. Votre fils a un problème. Il n'a pas le droit d'être frustré. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous à la maison, mais apparemment, vous êtes dans une perspective où personne se plaint et personne n'a le droit de se plaindre. Et ça va pas du tout, parce qu'il a l'impression qu'il est anormal. Et nous, on se regarde comme ça. C'est-à-dire, toi, tu crois faire bien et tout, mais vous voyez ce que je veux dire? T'avais oublié, en fait, la base. Alors, écoutez bien, peut-être une semaine après, mon mari il part avec cet enfant. Je sais plus ce qu'il une journée, il devait aller là, et en fait, c'était la journée, vous connaissez la journée galère, où ils ont eu un pneu crevé, après ils n'avaient plus d'essence, après les embouteillages, après le rendez-vous qu'ils avaient, il n'est pas venu. Une journée horrible. Il rentre, et je vais alors comment c'est passé, et là, mon mari, il fait, non, franchement, c'était super, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu, voilà, après il y a la crevaison, bon, mais tout est bien, tout est... Et là, je le regarde, je fais, non, c'était nul. Dis-le, cette journée était nulle. Et je lui fais comme ça, il a besoin de l'entendre. Il faut qu'il entende. Et il fait, ah oui. Et maintenant, ça l'écorche comme ça. Oui, il y avait des trucs nuls dans la journée. Ouais, c'est vrai, il y avait des trucs nuls dans la journée. Vous savez le bien que ça fait de pouvoir dire c'était nul. C'est vrai. C'est vrai. Toi, tu crois que tu veux faire des raccourcis, mais attends, je n'ai pas compris. Tu veux monter le 2e étage avant d'avoir construit le 1er étage? Alors c'est vrai que nous, juifs, on veut s'élever. On va aller au 2e, au 3e, on va aller jusqu'au ciel. Mais tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas passé d'abord par le rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, voilà, ça c'est, si vous voulez, c'est fondamental pour nos enfants. Être capable de dire ce qui nous dérange, d'accepter ce qui nous dérange, d'écouter ce qui nous dérange, sans être remis en question en tant que parent. Des fois, tu aurais fait la journée de folie au parc d'attractions, open bar. Ça t'a coûté. Et en plus, ça, il dit, ouais, non, je sais pas trouvé les attractions et c'était super. Attends, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Des fois, tu lui sors. Et en plus, ça m'a coûté très cher. Alors, elle dit, je suis obligée d'avoir aimé parce que maman a dit que ça lui a coûté cher. Vous voyez, des trucs dans lesquels on les a rentrés, les enfants, les pauvres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Très bien, ok. Donc, en fait, Rachi nous dit à propos de ce groupe de gens, il nous dit qu'en fait, eh bien, cette plainte, le fait de dire on n'était pas content, on a raté, ça nous a déplu, on a regretté de ne pas pouvoir, d'avoir pu faire ça, etc., etc. Regardez ce qu'il nous dit Rachi, ça leur est compté comme un mérite. Ça leur est compté comme un mérite. Quand tu sais à qui te plaindre et comment faire passer ton message, ça t'est compté comme un mérite. Et le Sfat Emet, il dit, la prière et la plainte
lorsqu'elles sont adressées à Hachem, sont l'expression d'une relation authentique avec lui. Quand tu dis Hachem ce matin, je ne suis pas contente. Ça veut dire qu'en fait, cette relation, elle est vraie. Parce que tu oses lui dire. Parce que tu n'as pas peur. Parce que tu n'es pas dans des faux semblants. Parce que tu es transparente. Parce que tu es dans le Emet. Emet ve Emouna. On va passer après à la Emouna, mais venez, on commence par le Emet. Vous voyez ce que je veux dire? Et il dit, le Rambam, le Maïmonide, il dit que quand on est en galère et qu'on dit « Je t'en prie, Hachem, je suis en galère, sors-moi de là », il dit c'est une mitzvah d'Eoraïta, c'est une mitzvah de la Torah. Ça veut dire comme le fait de jeûner à Yom Kippour, ou le fait d'écouter le shofar à Rosh Hashanah, ou le fait d'allumer les bougies de Shabbat, c'est au même titre. Quand tu te plains à Hachem, en moment de galère, je t'en prie, Hachem, aide-moi, je suis en galère, ça s'appelle faire une mitzvah. D'accord? Et en fait, il faut comprendre que toute l'idée, c'est d'être capable de se connecter à Hachem et après, en fait, même aux autres, dans toutes les gammes de sentiments. Vous voyez, comme David Améler. David Améler, le roi David, il a écrit les Télim. Il y a 150 Télim. Le Midrash nous dit que, en fait, les Télim, si tu regardes les 150, ils vont balayer toute la vague de sentiments, toute la gamme de sentiments qu'un être humain peut ressentir. De la tristesse à la joie, en passant par la déception, en passant par la frustration, en passant par l'exaltation, en passant par la déception. Tous. C'est bien David Améler qui a écrit dans son Télim, Kafbet, Eli, Eli, lama azavtani. Hachem, pourquoi tu m'as abandonné? Je dis, mais attends, je ne sais pas comment c'est pas quelqu'un qui est hérétique qui dit ça, parce que normalement, je ne comprends pas, Hachem est toujours avec nous. Non, non, c'est David Améler lui-même. Il dit, mais pourquoi Hachem, tu m'as abandonné? Eli, Eli, lama azavtani, c'est le télim qu'on dit à Purim, c'est un télim très important. Parce que ça a fait aussi partie de la gamme de sentiments qu'il a eu et qu'il a exprimé vis-à-vis d'Hachem. Et dont nous sommes héritiers. Alors on nous dit, attends, je n'ai pas compris pourquoi tu veux, toi, lui il a exprimé tous les sentiments et toi tu veux enlever une partie des sentiments parce que sous couvert de Emouna ou parce que ça ne va pas dans la censure. Non, ça n'existe pas. David Améler lui-même, il a dit, ah, j'en peux plus Hachem, je sens que tu m'abandonnes. Je sens que tu n'es pas là, je sens que tu n'es pas avec moi, je me sens seule. Ah, alors si lui il s'est permis de dire ça, c'est bon, on peut y aller. D'accord? Et ça, en fait, c'est vrai dans tout, même dans nos relations de conjoints, même avec les enfants, même avec une amie. Tu es capable de dire à une amie, écoute, vraiment, sur ça, je trouve que voilà, j'ai été déçue. Pourquoi tu es capable de dire ça? Parce qu'il y a 3 jours, tu lui as dit, je t'adore. Vous comprenez ou pas? Pareil avec ton mari. Tu dis, là, franchement, t'exagères. Pourquoi le t'exagères, il passe? Parce que le matin même, tu lui as dit, je t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on devrait être capable de se connecter aux autres, comme à Hachem, dans toutes les gammes de sentiments. Dire, écoute, je t'aime, mais non, ça, je peux pas te tolérer, je peux pas accepter. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore être avec toi, mais quand tu me stresses, non, je peux pas, ça me met la boule au ventre. Vous voyez ou pas? C'est ça, une relation authentique, une relation vraie, une relation riche, une relation où on peut se dire les choses. En vérité, il y a 2 écueils, il y a 2 pièges. D'accord? C'est les non-dits et c'est on peut tout dire, tout est permis. Ça, c'est vrai, on va le voir avec Hachem. D'accord? On va le voir, la deuxième partie, le côté, vous allez voir la mauvaise plainte, open bar. Alors là, non, vous allez voir, on va rectifier. Mais c'est vrai aussi avec nos proches. Ça veut dire, par exemple, avec une amie, tu ne veux pas du tout être dans les non-dits ou dans l'hypocrisie et tu serais très vexée qu'elle n'ait pas osé te dire quelque chose. Tu dis, ah mince, c'est tout, j'ai raté quelque chose si elle n'a pas osé me le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et à l'inverse, une copine qui est trop franche, qui te dit tout, qui a 0 filtre, tu dis, non, je peux pas supporter, c'est pas possible. Vous comprenez? En fait, ce qui n'est pas bon, c'est j'ose pas ou j'ose trop. D'accord? Non, quand vraiment je suis connectée à moi-même, je suis vraiment dans le émet, je suis vraiment dans l'authenticité, alors en fait, les choses, elles passent. Parce que vous savez très bien que ce qui sort du cœur, ça rentre directement dans le cœur. D'accord? Donc, en fait, si vous voulez, toute l'erreur, elle est là.
L'erreur, elle est en fait dans le fait de genre dénier ses sentiments, se dire oh non, c'est pas bien d'avoir peur, c'est pas bien de manquer de émouna, c'est pas bien d'être comme ça, c'est pas bien de se plaindre, c'est pas bien. Attends, 2 secondes, ça arrive, va à sa rencontre. D'accord? Si tu es dans le déni, alors ça, je vais vous donner aussi un grand une grande règle. Un problème ne se règle pas en niant son existence. Et vous pouvez cogiter sur cette phrase des années. Hein. Parce que non, mais nous, on était les pros de ça, nous. T'as mal? Non, t'es pas mal. Non, c'est pas... T'es pas bien à l'école? Mais si, non, elle est bien cette école. Ce que je te racontais pendant 2 ans à ma fille. Mais non, mais vas-y, mais accroche-toi, mais machin, mais nanana. Tous les jours, mais non, ça va aller. Mais non, c'est pas grave. Non, c'est une fille. Bon, elle a pas voulu, elle a pas fait exprès. 2 ans. La pauvre, tous les jours, elle se plaignait. Et moi, j'ai essayé. Bon, j'avais pas trop de solutions en même temps d'alternatives. Jusqu'à un jour, là, à Pourim, Marie, à un moment, elle a dit un truc. Il m'a regardé, elle a dit, ça y est, elle retourne plus à l'école. Il m'a dit, elle ira chez les bonnes sœurs, s'il le faut. Elle ira plus dans cette école. Et à un moment, on a même pensé à la scolariser à la maison. On s'est dit, si on trouve rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais vous voyez ce que je veux dire? Et il faut oser écouter. Il faut oser écouter. Et il dit, le Rav Jacobson, que le fait que nos enfants soient construits au niveau moral, au niveau mental, ça vient énormément du fait qu'on a été à leur écoute sans jugement. Genre une écoute proactive, en mode ah ouais, t'as dû être comment on dit dans le langage d'enfant, ah oui, t'as dû être fâché par ça. Ah oui, c'était pas cool ça. Ah, oh là là, j'imagine, je me mets à ta place. D'entendre ça, pour un enfant, c'est ce qui lui met en place toutes les connexions émotionnelles, neurologiques, mentales, morales, tout. L'écoute active, sans aucun jugement. Je ne suis pas là pour juger tes sentiments. Je ne suis pas là pour te dire « Ah non, tu ne devrais pas réagir comme ça. Ah non. Attends, mais on ne se vexe pas pour ça. » Attends, excusez-moi. Je sors mon dictionnaire de la nomenclature des sentiments. Où c'est écrit qu'on ne se vexe pas pour ça, mais on se vexe oui pour ça. Vous pouvez me le montrer? Non, des fois, c'est vrai, tu dis, attends, excuse-moi, genre, montre-moi ton dictionnaire, il est où? Où est la norme? Vous connaissez les gens qui vous disent pas? Non, mais on ne se vexe pas pour ça. Alors, regarde, je te demande juste de prendre en compte ma sensibilité. Peut-être que toi, tu ne te vexes pas pour ça, d'accord, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas fait de la même manière, on n'est pas fait du même moule. Il y a des choses chez moi, peut-être, je sais pas, ça réveille des blessures, peut-être, j'en sais rien. Mais moi, ça me heurte, ça m'offusque, ça m'insurge. D'accord? Et lui, ça lui fait rien. Bon, bah écoute, mais s'il te plaît, je te demande de prendre en compte ma sensibilité. Je comprends pas. À ton âge, tu as peur des chiens? Alors là, tu te sens encore plus mal. Je dis, moment de solitude, quoi. C'est-à-dire, déjà, toi, t'es mal que tu as 35 ans, que tu as peur des chiens. Plus ça, ta copine, elle dit, je comprends pas, mais à ton âge, je n'ai pas peur des chiens. Ah bah oui, excuse-moi. J'avais mal étudié la nomenclature des sentiments. Je n'étais pas au courant. Du coup, il devait y avoir un bug quelque part. Mais qui a dit que? Où c'est écrit que? Alors que ce soit pas souhaitable, que ce soit pas courant, je veux bien, d'accord. Mais on peut pas faire un copier-coller de ce qu'on pense être la norme, genre la dictature émotionnelle, tu vois, et le reporter sur les autres. Va à son écoute, il est différent, elle est différente, on n'a pas le même parcours, il y a des choses chez elle, ça la irrite, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est dans une écoute bienveillante. Ça, c'est le Emet Ve'emuna. Le Emet Ve'emuna, c'est comprendre qu'en fait, un sentiment, c'est quelque chose qui est comme une notification de ma tête. Vous voyez, dans les téléphones, il y a des notifications. Ouais. Alors, il y a des notifications. Des fois, tu le dis, ah tiens, je vais regarder ça. Et des fois, tu dis, non, ça, je vais bazarder. D'accord, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est vrai. Il y a des fois des choses qui te dérangent et tu dis, tu sais quoi, je vais essayer de faire, de m'en fiche. Ouais, je m'en fiche. D'accord? Ben, des fois, ça marche très bien. Parce que quand, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas finalement si important, ben, le fait de refouler, ça va vraiment éliminer le problème. Par contre, si tu essayes de refouler, alors que, oui, ça te dérange béhémeth profondément, tu pourras essayer autant que tu veux, ça va revenir,
revenir et revenir encore plus fort. Et plus tu voudras l'ignorer, plus ça va devoir augmenter les décibels pour que tu l'écoutes et que tu l'entendes. Ah, vous connaissez ça ou pas? C'est pour ça que les enfants, il a raconté une histoire comme ça, Rav Jacobson. Il racontait que, ah oui, une fille, elle a été voir sa mère. C'est trop marrant. Elle a été voir sa mère. Elle a dit, oui, il y a une petite fille qui m'a embêtée au bac à sable, machin. Et puis elle a fait ça, elle a fait ça. Et puis maman. Donc la mère est toujours en train de cuisiner ou je sais pas, en train de faire son truc. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, elle lui dit, et puis maman, elle a dit que t'étais pas mince. C'est-à-dire, t'étais grosse. Et là, la mère, quoi? Mais c'est un scandale! Et là, en fait, du coup, elle s'en occupe, elle appelle la mère, machin, nanana. Bon, elle se rend compte qu'effectivement, il y a eu des échanges verbaux pas très sympas, mais à aucun moment, la petite, elle a parlé de la mère, encore moins dans ces termes-là. Inconsciemment, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez compris maintenant? C'est comme la mère dit, ouais, d'accord, ouais, ok, ouais, ok, ouais. Ben, en fait, la petite fille, mais c'est inconscient tout ça. Hein. Ne prêtez pas aux enfants des trucs du style, ah, vraiment, ils sont manipulateurs. C'est tout ça, c'est inconscient. Elle a senti qu'il fallait qu'elle augmente les décibels pour en fait, wouhou, à la rescousse, écoute-moi, aide-moi. Et inconsciemment, elle lui a balancé ça parce qu'elle a su, mais inconsciemment, que c'était ce qui allait réveiller sa mère. D'accord? Mais je ne sais pas si vous faites pareil avec vos maris. Genre, moi, des fois, je suis là, ouais, quand même, c'était un peu lourd et tout. Et là, ouais. Et là, je me dis, il faut que je sorte le violon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Genre, un peu de compassion, quoi, un peu de compassion. Et ça, ils sont pas très forts, les maris, en écoute. Sachez-le. Il m'a raconté une fois, il m'a dit, moi, à chaque fois, je lui dis, mais tu m'écoutes pas, mais tu m'écoutes pas, mais tu m'écoutes pas. Et en fait, il a compris. Un jour, j'étais au téléphone avec quelqu'un que j'écoutais. Et quand j'écoute, en fait, comment je fais, oh, oui, je comprends. Bah oui, bien sûr, ouais, oui. Et lui, quand il écoute, c'est comme ça. Il dit rien. Et donc moi, j'avais le sentiment qu'il écoutait pas. Parce que nous, les femmes, on est très proactives dans le fait d'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, genre, tu finis la phrase de ta copine, genre pour dire je suis avec toi. Ah ouais, je comprends. Ah ouais. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, d'accord. Super. Donc, nos sages nous disent que tout ça, en fait, on doit prendre ces choses-là et ensuite les élever. Ensuite les élever. Ça ressemble à quoi? Nos maîtres nous disent que ça ressemble, tout ce processus de prendre l'émotion et de savoir qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que j'essaye de loigner parce qu'en fait tellement tout le monde s'en fiche, qu'est-ce que j'essaye de trier, qu'est-ce que j'essaye de décoder. J'avais raconté ça dans le séminaire du dimanche matin que je donne, et là on traitait le thème de la jalousie. Et je leur ai raconté qu'un jour j'étais rendre visite à une amie, et quand j'arrive, je me rends compte qu'elle a, genre la femme de ménage, vous savez, qui est là depuis 8h du matin jusqu'à 20h le soir, qui fait des qui passe dans la cuisine, qui soulève le couvercle de la casserole, genre c'était presque une danseuse, quoi, tu vois, genre tellement tout était... bon, peut-être vous, ça vous paraît normal, je sais pas, mais nous, en Israël, on n'a pas d'aide, d'accord? Je vous dis déjà, pour qu'il y ait une fois par semaine, c'est compliqué. Et là, je la sens, tu sais, genre elle est là du matin au soir. En plus de ça, elle fait, ouf, la babysitter doit aller chercher mes enfants, tu vois? Le mari qui travaille à la maison, à côté, et la mère dans l'immeuble. Donc, je la sens détente, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis sortie, je fais, j'en ai marre, j'ai pas d'aide, j'en peux plus. Elle a une femme de ménage, elle a la babysitter, elle a le truc, elle a machin, et moi j'ai rien, machin. Ok. Sentiment que j'ai, à ce moment-là, j'ai qualifié comme jalousie. C'est comme ça que je l'ai tamponné, d'accord? Maintenant, je suis pas mal avec moi-même, je me sens pas coupable. Je me dis, c'est bête d'être jalouse, mais je vais pas renier ça. Ça m'a fait un couteau dans le cœur. Je vais dire, ah non, ça m'a pas fait de couteau dans le cœur. Allez, soyons joyeuses. Non, ça m'a fait un couteau dans le cœur. Je le reconnais. J'ai même appelé une copine pour dire, regarde, là, je te dis, j'ai un couteau dans le cœur. Je lui ai dit, viens, on va décoder. Et en fait, je dis, okay, il faut que je laisse digérer, mais je sens que j'ai besoin de décoder ça. Et en fait, ça m'a pas pris longtemps. Le soir même, je dis, pourquoi ça m'a piqué comme ça? En vérité, c'est pas ni la femme de ménage, ni machin, parce que en fait, Dieu la bénisse et je suis très contente pour elle et chacun ses outils. Mais en fait, non. Ce qui m'a titillé, c'était le rythme calme chez elle. Genre chez moi,
vite, faut aller, c'est pas grave, truc, on va être en retard, vite, t'as été chercher les petits... Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Je suis en retard, j'ai mon cours, j'ai mon truc, attends, la voiture. Et chez elle, tout était beaucoup plus calme. Et là, je me suis dit, en fait, si ça m'a titillé, c'est pas ce qu'elle a, c'est en fait, c'est cette atmosphère. Et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé de me calmer. J'ai enlevé des trucs, j'ai allégé mon emploi du temps, j'ai arrêté de courir partout. C'est ça, élever une émotion. Nous, on essaye de dire, non, c'est pas grave, il ne faut pas être jalouse. Ah, sourd, pas bien. C'est écrit dans le 10 commandements, ok? L'otachmod, d'accord? Je te... Attends, non, c'est là, c'est bon, tu ne peux pas faire autrement. C'est comme si on t'avait jeté la patate douce, la patate chaude. Patate douce. Tu es là avec ta patate chaude. Ah bah non, il n'y a pas de patate chaude. Voilà, c'est la fin du jeu. Tu on te l'a envoyé, mais pour que tu l'envoies toi aussi, c'est ça le jeu. Donc c'est pareil, ok, j'ai eu ça, maintenant, en fait, pourquoi j'ai eu ça? Ben, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de calme. Donc j'ai pris l'émotion, le sentiment, en fait, j'en ai fait quelque chose, je l'ai élevé. C'est ça, Emet Ve'emuna. Oui, je suis en colère, d'accord, mais finalement, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui me titille? Vous voyez ce que je veux dire? Écoute, ce qu'elle m'a fait, c'est... Franchement, pour moi, cette attitude, c'est impardonnable. Mais écoute, c'est quoi? Je ne suis pas dans ses baskets. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Elle, je ne veux pas la juger. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris le truc, je l'ai dépassé. Je ne suis pas une marionnette entre les mains de mes émotions. C'est très séfarade, ça. Moi qui viens d'une famille tunisienne, c'est genre... des fois, tu te dis, oula! Alors là, le date, non, ça n'a pas été encore dépassé. Elle est emmitouflée dans ses sentiments. Et tout ce que je vous dis, c'est pareil, c'est dans les Midrashim. Il y a écrit comme ça que plusieurs références, mais il y a marqué que les tzadikim, elles sont al-libo, sur leur cœur, et les rechaïm, comme Esav, par exemple, bélibo. Ils sont tout imbibés dans leurs émotions. Elle m'a fait ça, je fais ça, ça c'est pas correct, ça je vais m'énerver, ça, on va voir de quel bois je me chauffe. Attends 2 secondes, prends la matière, mais élève-la, fais quelque chose de raffiné. Nos sages nous disent que le da'at, c'est quoi le da'at? C'est la manière dont on se relationne justement à tous les événements de notre vie, à nos sentiments, à ce qui se passe dans le cœur, à ce qui se passe dans les relations. D'accord? Le da'at, c'est la pensée, quoi, le discernement juif. Le da'at, c'est un rapport avec le pain. D'accord? Je ne vais pas vous faire tout un cours dessus, mais le pain, c'est pareil. En fait, pour faire le pain, il faut d'abord faire une pâte. Et cette pâte, elle est brute. D'accord? Elle est brute. Et elle n'est pas comestible. Bah, c'est pareil, une émotion, tu la prends et au début, bah non, je ne te conseille pas de la manger telle qu'elle. Ensuite, tu la raffines, tu la travailles, tu la passes au four, tu fais tout ce qu'il y a à faire avec ton da'at. D'accord? Tu mets les petits sésames, tu mets ça, tu fais la tresse, tu fais ceci, tu fais ça. Ah, et là, tu l'as passé au four, c'est bon, c'est mangeable. Bah, c'est pareil, l'émotion. L'émotion, tu la prends. Attention, ne la prends pas telle qu'elle. Ne reste pas enfermé dedans, c'est pas comestible. Tu vas te faire mal au ventre. D'accord? Mais c'est ta pâte. C'est avec cette pâte que tu peux faire le pain et avec rien d'autre. Ne dis pas non, c'est pas comestible, alors du coup, je ne fais pas de pain. Dieu, il t'a demandé de faire du pain. Et il a fait en sorte que la première étape, elle est nécessaire, mais que si tu restes là, attention, ça va te faire mal au ventre. Il faut que tu la prennes et que tu l'élèves, que tu fasses quelque chose. D'accord? Donc oui, j'ai été jalouse, mais en fait, qu'est-ce que ça avait évoqué chez moi? Oui, là, j'ai peur, mais en fait, ok, j'ai peur, mais en fait, je me rends compte que Hachem, il gère tout. Mais je peux dépasser ça qu'une fois que j'ai ressenti le sentiment de peur. Et que je dis, ah maintenant, Hachem, je te jette la patate chaude. Parce que je l'ai accueilli d'abord. Donc oui, j'ai peur. Mais Hachem, tu vas me protéger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je construis mon binyan. C'est comme ça que je construis mon édifice. Que je m'élève. J'ai mis le premier étage. Je mets le deuxième étage. Je me dépasse. Je m'élève. Je prends cette chose-là et elle a du sens. Je lui donne du sens. Et je sais que si Hachem me l'a envoyé, c'est pas pour rien. C'est pas pour que je la mette sous le tapis. Non, pour que j'en fasse quelque chose. Regesh, qui veut dire sentiment en hébreu, c'est les mêmes mots que gesher. Un gesher, c'est un pont. La Torah te dit, fais des ponts, fais des connexions entre toi et toi-même. Fais des connexions avec tes sentiments, va à la rencontre. Ani pogesh et je rencontre ça.
D'accord? Fais des ponts avec toi-même. Et à partir des ponts que tu fais avec toi-même, fais des ponts avec Hachem. Gesher. Et si tu ne fais pas ça, regardez qu'est-ce que ça donne comme mot encore. Regesh, ça donne garesh. Garesh, c'est quoi? C'est coupé. Quelqu'un qui est coupé de lui-même. Vous savez, c'est voilà. Quelqu'un qui a voulu être direct dans la Emouna, mais en fait, la personne, elle est stoïque, quoi, résignée. Tu dis, mais je comprends pas, t'es pas énervé de ça? Non, écoute, non, c'est pas grave, accord et tout. Elie Wiesel, il disait que une émouna qui n'est pas travaillée, qui n'est pas passée par toutes ces étapes où des fois je suis insurgée, des fois je trouve ça pas juste, des fois j'en ai marre, des fois je suis fatiguée, des fois... Une émouna qui est passée direct comme ça, il a dit c'est pas de la émouna, ça s'appelle pas moins que de l'indifférence. D'accord? Parce qu'en fait, j'ai coupé tout le côté humain, vrai, émet, authentique. Et Hachem, il ne veut pas qu'on fasse ça. D'accord? Vous avez compris? Alors, il y a ensuite, en deuxième partie, il y a... Alors, on dirait genre vraiment, vous avez les deux opposés, quoi. Une deuxième plainte, mais alors là, pour le coup, ils se sont vraiment plantés dans leur récrimination. C'est quoi? C'est un groupe qui vient, encore une fois vers Moshe, le pauvre Moshe. Et est-ce que tu me sers de l'eau? Merci. Et qui disent quoi? Et qui disent, Moshe, on en a marre de ce qu'on mange. Je vous rappelle qu'ils mangent quoi? Merci beaucoup. La manne. C'est quoi la manne? C'est tous les jours Pizza Hut qui vient chez toi, sushi qui vient chez toi, hamburger qui vient chez toi, gratuit pour les enfants, pour tout le monde. Tu veux quoi? Tu veux commander quoi? C'est exactement ça. C'était une pâte qui venait chez nous sans qu'on ait rien demandé à personne, même pas besoin de faire l'application, ça arrive. Pas besoin de payer non plus. Et ça prend le goût de ce que tu veux. Tu veux quoi, chérie? Tu veux quoi? Tu veux poulet, oignon, à la marocaine, avec des petits oignons, des petits machins. Ouais, je veux ça. Et ben voilà, écoute, vas-y, t'as qu'à y penser, ça va prendre ce goût. C'est canon. Kayla, les enfants, ce soir, c'est Kayla. Allez. Qui ne rêve pas de la manne? Excusez-moi. Ou peut-être vous êtes des très bonnes cuisinières, mais moi, je rêve de la manne. Moi, c'est j'aime pas. Bon, bah d'accord. Ah là là. Alors, regardez, donc là, ça va pas du tout être accepté. Le fait qu'ils se plaignent de la manne, alors pour le coup, ça va faire un tollé. Et on dit que Hachem, là, cette fois-ci, non, va se mettre en colère contre ce groupe-là. Là, vous dites, ah, quand même, c'est pas juste. Un, il dit, ah ouais, c'est magnifique, c'est compté comme un mérite. Et l'autre groupe, c'est pas juste, quoi. Il dit, ah non, je me mets en colère. Mais regardez, c'est pas du tout la même chose. Venez, regardez comment, juste on décode. D'accord? Premièrement, ils viennent et ils râlent, d'accord? Et ils disent, En kol bilti el haman enenu. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on peut, excusez-moi, en français un peu argot, on peut plus l'avoir. On peut plus. Tous les matins, la même chose depuis un an. Clarkt, comme on dit. Ça y est, on peut plus. Nos yeux, ils peuvent même plus la voir, cette manne-là. Alors, ok, encore une fois, que tu sois connecté à tes sentiments, que tu en aies marre d'une certaine chose, que tu te sentes lasse, etc. Mais objectivement, la manne est quelque chose de bon. Tu ne peux pas non plus faire abstraction de ce qui est objectivement bon dans ta vie. Oui, la prof, elle se comporte, elle n'a pas très bien agi sur ça, etc. Ok, mais quelles sont les données dans l'école? La directrice, elle est bien, ça c'est bien, ta fille, elle est ou ton fils, il est bien dans sa peau, etc. Ok, qui a eu ça, c'est pas terrible, d'accord? Commence pas à faire une pagaille dans toute l'école parce qu'une prof, elle a dit un truc déplacé à la fin de la récré. Non, alors ça, vous connaissez aussi sûrement. C'est des gens qui envoient tout d'un revers de main parce qu'il y a un truc qui les a pas plu. Vous connaissez peut-être pas, non. C'est un scandale. J'étais assise, c'est un scandale. On m'a pris ma place, on m'a pris mon bidule, on m'a pris mon machin. Attends, le vol s'est bien passé, il n'y a pas eu de maltraitance, tout va bien. J'ai pas compris. Viens, 2 secondes, on remet les choses dans le contexte. D'accord? Ça, on est tellement, comme je dis, bellibo dans ses sentiments que du coup, on a oublié tout le truc objectif qu'il y a derrière. D'accord? Deuxièmement, regardez comment ils continuent. Ils disent,
on se souvient du poisson qu'on avait en Égypte. Alors, cette phrase, elle est exceptionnelle parce que vous vous rappelez qu'ils étaient Égypte égale Auschwitz, d'accord? L'esclavage, l'horreur, la famine, rien à manger, les hommes qui se font battre. Ah, mais non, on avait du poisson. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, moi, j'ai un peu grandi dans ça, dans le sens où ma grand-mère, vraiment, presque, Dieu la bénisse, enfin, que son mérite nous protège, tous les vendredis soirs, elle disait « Non, mais vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous n'avez pas connu la Tunisie, vous n'avez pas connu la... Pourquoi tu veux que je me concentre sur ce que je n'ai pas plutôt que sur ce que j'ai maintenant là? Pourquoi? Parlons-en. Parlons-en. Ah mais parce que tu sais pas, tu n'as pas connu. Et donc quoi? Donc tu veux que j'ai la rama juste parce que je n'ai pas connu? D'accord? Et bon, évidemment que c'est tout le problème des réseaux sociaux. D'accord? Quand tu vois, qu'est-ce que tu rates? Ah, qu'est-ce que tu ne fais pas? D'accord? Qu'est-ce qui est en train de se passer où toi tu es outsider, et tu es loser, voilà, tu n'es pas ni en vacances, ni dans cette ambiance, ni dans cette soirée, ni dans ce truc. Ouais. Donc, tout d'un coup, tout te paraît genre merveilleux, ouais, ça a l'air génial. Et donc, tu oublies ce que tu as présentement. D'accord? Troisièmement, la manière dont ils se sont exprimés. La manière dont ils se sont exprimés, ils ont manqué de respect. Et ça, c'est un grand clal. D'accord? Et ça, il faut l'apprendre à nos enfants. Tu dis, regarde chérie, il n'y a pas de problème de me dire ce qui te manque, mais tu n'as pas le droit de médire sur ce que tu as. Ouais, j'en ai marre de ce truc, j'en ai marre de ce frère, j'en ai marre de cette chambre, j'en ai marre... Regarde, tu veux une chambre tout seul, il n'y a pas de problème, on va y réfléchir. Sûrement, c'est pas faisable, mais c'est pas grave, on écoute, d'accord? Tu veux une cloison comment ça s'appelle, opaque, je sais pas comment dire, tu vois, le mur de Berlin entre ton frère et toi. On va réfléchir avec papa si on peut te faire le mur de Berlin. Soit, on écoute, ok, on s'en fiche, on prend, d'accord? Mais ne pas médire sur ce que tu as. Ne pas médire sur ce que tu as. Ça, tu as, ça, tu as, ça, tu as. Tu ne peux pas effacer toute la picture parce que tu t'es concentré sur un manque. D'accord? Et la différence, en fait, fondamentale entre ces deux plaintes, entre la première du groupe Karaté Pessar et celle qui en a marre de la manne, je vais vous dire une chose. En 2 mots, vous allez comprendre la différence. La différence, c'est quoi? C'est la même différence que entre je veux et j'en ai marre. C'est ça. Tu veux résumer la paracha? C'est quoi une plainte constructive et c'est quoi quelque chose qui te met dans l'anxiogénisation? On invente. Et dans la rastra et des gens toxiques. Vous savez, des gens qui ont toujours des choses négatives à dire. Je ne sais pas si vous en connaissez aussi. D'accord? Oh, tu sais pas, il paraît que dans le pain, il y a des choses très graves. Et truc. Ah oui, mais tu sais que dans la pollution, et oui, tu as vu ce qui se passe en Israël, et puis tu as vu dans les... Ah, on ne se sent pas en sécurité. Tu sais quoi, je vais aller prendre un verre avec une copine. Donc, pourquoi je vous disais ça? Oui, entre je veux et j'en ai marre. Vous allez me dire, mais c'est juste une différence de forme. Mais c'est tout. C'est tout. Comment toi, tu mets en forme? Attends, ok chérie, qu'est-ce que tu veux en fait? Quand les enfants, vous leur dites ça, ils sont complètement décontenancés, genre. Oui, en fait, je sais pas. C'est juste que je sais pas. En fait, je sais pas. Et ça aussi, c'est un grand clal que nous donne la paracha. Tout est dedans. C'est incroyable. Regardez. Vous savez, qu'est-ce qu'il nous dit Rachi à propos de ce groupe-là? Il les appelle les mitlonénim. D'accord? Alors, mitlonénim, dans ce sens-là, ça veut dire des gens qui cherchent des prétextes. Et il dit quoi, Rachid? Il dit un truc incroyable. Il dit, tu veux que je te dise c'est quoi le vrai problème de ces gens-là? Ceux qui sont pleins de la manne, qui ont dit on ne peut plus l'avoir cette manne, on en a marre, et qui ont médit ce qu'ils ont, au lieu de demander ce qu'ils veulent, etc. C'est quoi leur problème? Vous n'avez pas croire ce qu'il y a écrit. Allez voir Rachid. Ils sont fatigués du voyage. En réalité, des fois, c'est juste ça. Tu cherches prétexte parce que tu es fatigué. Il faut se l'avouer. Et moi, je le dis à toutes mes futures mariées, toutes les calottes que je forme, je leur dis, regarde, je t'explique. Arrivera un moment dans ta vie, et je te le souhaite, où tu seras fatigué. En général, c'est entre le premier et le deuxième le troisième, je sais pas, voilà. Ça dure un petit moment. Et les deux, vous êtes fatigués.
Le piège, c'est quoi? C'est oui, j'en ai marre, c'est ta faute. Oui, mais tu m'as pas aidé. Oui, mais attends, et t'as pas été chercher les enfants. Oui, mais c'est normal parce que truc. Et je peux pas compter sur toi. Et moi, tu te rends pas compte. Mais donc, moi, je suis fatiguée. Bah, toi, t'es fatiguée. Mais tu sais pas à quelle heure moi je me lève. Je crois que moi, je suis pas fatiguée. D'accord? Et on est dans les trucs, pareil. Quoi? T'es fatiguée alors que tu t'es levé à 8h ce matin? Je vous rappelle, donnez-moi le dictionnaire de la nomenclature qui dit que quand on se réveille à 8h du matin, on n'est pas fatigué. Ça, je suis bien d'accord. Ah, merci. Il y en a qui ont besoin de leurs 8 heures de sommeil. Alors, merci. Ils sont mais est-ce que vous vous rendez compte ce boulet de canon qui vient de nous envoyer? Il te dit en fait, dans le fond, ils sont fatigués. C'est-à-dire, des fois, tu cherches querelle. Et en fait, tu as juste, et honnêtement, tu as besoin, écoutez bien, c'est très important, tu avais juste besoin d'extérioriser. Exactement comme je vous ai dit, la parole qui libère le cœur. D'accord? De'aga belev ish ishachena. Tu avais juste besoin d'extérioriser. Et je vais vous dire, un grand problème qu'ont les maris, un très grand problème qu'ont les maris, ils ont des solutions à nos problèmes. Et alors ça, c'est très énervant. C'est très énervant. Mais c'est... Mais oui! On se plaint, mais ça dure une seconde. Oui. Et lui, il te dit, non, mais c'est pas grave, prends un camol. Et tu dis, mais non, mais... Alors que tu sais de quoi tu avais envie? La main sur l'épaule. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je te comprends. Je te comprends. Voilà. Non, mais nous, on sait le faire. Mais nous, on sait le faire. Et eux, ils te disent, ah, t'as ça? Mais pas de problème, attends, je vais t'appeler le mec qui va te truc. Attends, mais... On va pas voir le sujet avec Tiffany. Ouais, Tiffany, je crois qu'elle a des... Bon. Allez, alors je vais vous donner un dernier élément encore une fois qui figure dans la paracha. Encore deux, d'accord? Ça va, vous n'êtes pas trop fatigués? C'est bon? Ok. Déjà, il y a une chose aussi que nous dit Rachi par rapport à la manne. Il y a écrit que effectivement, elle pouvait prendre tous les goûts, mais il y a des goûts qu'elle ne pouvait pas prendre, des goûts piquants. D'accord? Les goûts piquants, la manne ne pouvait pas prendre. Et eux, Dafka, précisément, ils avaient envie d'un peu de harissa. Pas de chance. Et elle ne peut pas prendre le goût de la harissa. Moi, tout Pessah, j'avais pas de harissa caché les Pessah. Et je me suis retrouvée à faire des phrases. Ça n'a rien à voir avec le cours, hein, d'accord? Mais je me suis retrouvée toute le Pessah à faire des phrases comme ma grand-mère. Ça manque de piquant. C'est fade. Je me suis dit, j'ai 80 ans, quoi. Bref, fin de la parenthèse. Mais là, je les comprends. Ça prenait pas le goût de la harissa, d'accord? C'était fade. Et il dit un truc incroyable, le Rav Yeshurun. Il dit, regardez, il y avait une condition pour que, effectivement, ça prenne tous les goûts, la manne. C'est qu'en fait, pour pouvoir faire en sorte que les choses aient du goût à l'extérieur, il faut qu'il y ait du goût à l'intérieur. Ça veut dire que si toi, t'es fade à l'intérieur, t'es pas bien, tu peux aller à Euro Disney, tu peux aller à Ibiza, non, pas Ibiza, ça aussi, ça passe pas la censure. Dites-moi des bonnes destinations. Moi, je suis nulle, je connais que Israël. Mykonos, le Club Med, le Club 5 étoiles, le bidule machin, le chef cachère, truc. Si t'es pas bien à l'intérieur de toi, tout aura un goût fade. Ça veut dire qu'en fait, cette paracha, tu dis rien. Avant de chercher du piquant et encore du piquant et encore de la consommation et tout, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Est-ce que toi, tu es capable de profiter? Est-ce que toi, tu es capable de voir ce qu'il y a du goût? Est-ce que tu es capable de créer du goût toi-même? Est-ce que tu es capable d'en donner aux autres? Est-ce que tu es capable de voir de la lumière? À part les points obscurs. D'accord, les points obscurs, mais on a dépassé, nous. On a mis ça dans un contexte positif. On a dit, oui, je veux que, mais je suis contente de ce que j'ai. D'accord? On a été capable de voir, comme on a dit, les négatifs et positifs, parce que tout ça, ça va ensemble. L'obscurité et la lumière, parce que c'est que dans le contraste qu'il y a de la beauté. Et c'est que dans le contraste que tu vois encore mieux la lumière. Pourquoi? Parce que vous remarquerez que les étoiles ne scintillent que dans le noir. Ouais. Donc si tout... Non, Akol et Tova, tout est super. En fait,
Excusez-moi, on voit plus rien. Tout, en fait, tout est fade. Si tu regardes, non, ça c'était saoulant, mais regarde, Baruch Hashem, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Merci Hashem. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la lumière, il y a de la vie, il y a de l'authentique, il y a du vrai, il y a de la connexion qui est en train de se faire. Et on est en train de s'élever avec. Parce que comme c'est bon, j'ai dépassé ça. Mais du coup, je peux aller chercher encore de la lumière, je peux encore aller chercher du goût, je peux encore chercher de tout ça. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire, c'est pas grave. Oui, la deuxième chose que la Torah nous dit, elle nous dit que dans le désert, il y avait 2 tribus de Lévi'im, enfin 3 en tout, d'accord, mais on va parler de 2. C'est Kehat et Merari, d'accord? Kehat et Merari. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la tribu de Merari, donc Merari, vous voyez, c'est amer, d'accord? Et d'ailleurs, il y a marqué qu'à un moment, ils se sont plaints, les Bnei Israël aussi, de l'eau. Il y a marqué, ils ont dit que l'eau est amère, et dans le texte, il y a marqué Ki marim hem, parce qu'elles sont amères. Et nos sages nous disent, c'est pas les eaux qui sont amères, c'est eux qui sont amers. Et quand toi, tu es amer, tout te paraît amer. Ça, c'est comme pendant le corona, on n'était pas bien tous, et à chaque fois, tout le monde, on ouvrait le frigo, j'ai faim. Tu as mangé il y a 1 heure. Après la fille, j'ai faim. Parce qu'en fait, il y avait, vous voyez, on était un peu voilà, dépassés, débordés, tout ça. Il n'y avait rien qui nous remplissait. Au Hachem. Donc, ah oui, alors ces 2 tribus-là, on dit que la tribu de Merari, eux, ils transportaient des piliers, les socles, d'accord? Et ça leur paraissait amer, ça leur paraissait lourd. Et il y avait une autre tribu, qui était la tribu de Kehat, qui, elle, transportait des objets beaucoup plus lourds, comme la menorah. Et en plus de ça, ils n'avaient pas de charrette, il a transporté à même les épaules. Et nous disent nos sages que eux, ils transportaient des choses plus lourdes, mais ça leur paraissait plus léger que la tribu d'à côté. D'accord? C'est-à-dire, tribu de Merari, ils portaient des charrettes. Et pourtant, c'était facile. Physiquement, c'est facile. Mais ça me saoule, c'est lourd. Je ne sais pas qu'ils disaient pas ça comme ça, d'accord? Mais ça leur paraissait amer. Merari, amer. D'accord? Et à côté de ça, vous avez, eux, ils portaient la menorah, le truc sur les épaules. Ah ouais, quel kiff, frère! Ah ouais, c'est génial! Ah, c'est top! Allez, viens en avant! D'accord? Je fais bien pas. Et nos sages nous disent que, parce qu'en fait, pourquoi eux, ils étaient au top? Pas parce qu'ils transportaient la menorah. Ils transportaient, mais les autres, c'était des socles, c'était des chars, c'était des choses, ouais, un peu du bricolage, quoi. Donc, en fait, bon, ok, on transporte du bricolage, mais eux, ils avaient la menorah sur les épaules. Alors, en fait, c'est pareil dans la vie. Ça veut dire que parfois, tu as des épreuves, tu as un fardeau. Mais quand tu comprends que ton fardeau, il est kadosh, quand tu comprends que c'est une menorah, quand tu comprends que c'est Hachem qui te l'a envoyé, quand tu comprends qu'en fait ça comporte de la lumière, même si tu ne vois pas encore la lumière, ça va apporter la lumière. À la prochaine étape, ils vont l'allumer la menorah et on va en profiter de ça. Ben, c'est pareil, l'épreuve parfois on la porte, on dit attends, elle a été envoyée par Hachem, c'est ma menorah, c'est ma lumière. Alors ça, même l'épreuve la plus lourde, elle se paraît légère. Et ça s'appelle de l'aïmouna. Quand tu comprends que tout est géré, quand tu comprends que tout a du sens, quand tu comprends que chaque goutte de sueur, chaque effort que tu fais, il est pris en compte, quand tu comprends que tout est récompensé, et quand tu comprends que tout va pour le bien, alors tu t'élèves. Même avec les difficultés, même avec les problèmes, et même avec les épreuves. Comme cette tribu-là, ouais, mais tu sais quoi, c'est vrai que c'est lourd, mais je t'explique. Je porte la menorah. Classe quand même. Tu dis, regarde, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est dur, c'est difficile. Mais je sais que je porte quelque chose qui a du sens. Je sais que je porte quelque chose de kadosh. Je sais que je transporte avec moi de la lumière qui a été envoyée par le Ribono Shel Olam, par le Maître du monde, en personne. Pour que j'en fasse quoi? Je ne sais pas encore. Je suis en pérégrination, je suis en chemin. Prochain arrêt, ça va s'illuminer et je vais tout comprendre. D'accord? Et ça, c'est le dernier message. Mais on s'est emmené là-bas. Vous vous rendez compte si j'avais commencé le cours par ça et je vous ai passé la fin du cours. Allez, salut. D'accord? Donc, vous avez compris. Je vais vous donner des exercices, d'accord? Je donne des shiur et baït maintenant, des devoirs. Depuis le 7 octobre, c'est les instructions de Rabbi Jacobson. C'est pas juste de faire des cours, mais
qu'à la fin, on en sorte avec quelque chose de pratique dans sa vie. Et du coup, il dit d'ailleurs, quand on fait ça, on fait beaucoup moins de cours. Tu fais un par semaine, tu le choisis, parce que si tu dis, il faut que ça, à chaque fois, ça change quelque chose. D'accord? Donc, pour celles qui ont tendance, pour se plaindre pour un oui ou pour un non, comme moi, par exemple, voilà. Faites-vous des plages horaires où vous interrompez les plaintes et les choses négatives. C'est excellent. Tu dis, aujourd'hui, de 8h à 10h, je ne dis rien de négatif. À 10h05, je me lâche. Et bien, vous verrez qu'à 10h05, vous n'avez plus rien à dire. D'accord? C'est comme celles qui font les trucs de la Shonara. Vous savez, vous connaissez ça? Ah ouais, moi je prends. Alors, il y en a qui prennent de 3 à 4h du matin. Bon, elle était très courageuse. Vraiment. Mais c'est pas grave, c'est bien, tout est bien. Tout est bien. D'accord? Tout est bien. Et après, celle qui est la plus dure, celle qui prend la sortie des enfants. 7h à 17h. Elle est courageuse, vraiment. D'accord? Deuxièmement, donc ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, quand vous voulez dire j'en ai marre, enlevez le j'en ai marre, dites je veux. D'accord? Faites-le dire à vos enfants, c'est excellent. D'accord? Et ça permet en fait de passer de quelque chose de purement négatif à quelque chose de constructif. D'accord? Ensuite, replacer les choses dans un contexte. Pas en mode j'en ai marre de ce boulot, mais regarde, je voudrais quelque chose de plus intéressant. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a ça et ça et ça comme avantage. Peut-être qu'ailleurs, je ne retrouverai pas. D'accord? Ça veut dire, ok, il y a un peu d'obscurité, mais le replacer dans le lumineux. D'accord? Et ça, j'appelle ça relativiser. Pas nier ou refouler ou minimiser. Relativiser. D'accord? Et là, tout d'un coup, les choses, avec leur contraste, elles me donnent toute leur richesse. Vous avez compris? Je vous ai donné 3 exercices. D'accord? Je ne sais plus combien j'en ai donné. 2, 3, je ne sais plus. C'est bien, il y en a qui suivent. D'accord? Donc, voilà. Ah oui, le jeu à la place, j'en ai marre, exactement. Heureusement que tu suis. En même temps, j'ai préparé ce cours dans le... Voilà, même pas, non, bref, je te raconterai. En tout cas, voilà, donc vous avez compris, ne pas être dans le déni, être en connexion avec soi-même, recueillir, accueillir ses sentiments, les reconnaître, savoir mettre un tampon dessus sans aucun jugement. Ça s'appelle déjà être bienveillante avec soi-même, être en paix avec soi-même. Et comme j'ai dit au début du cours, ça s'appelle bienvenue au club des êtres humains. D'accord? Et ensuite, on ne s'arrête pas là. Parce que si on s'arrête là, alors je vous ai dit, on est tout le temps dans l'émotion et on devient des pantins dans les mains de nos sentiments. Non, ça ne va pas. Nous, on veut le da'at. D'accord? On prend la pâte, mais on la travaille, on la cuit, on la tresse. D'accord? Et à la fin, ça nous fait quelque chose de goûteux. D'accord? Et avec du goût. D'accord? Pas fade. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à prendre nos sentiments, à les décoder, à dire, regarde, ça, finalement, ça, c'est rien. Ça, par contre, je veux les lever. Et mettre tout, absolument tout dans un contexte de Emouna. C'est-à-dire comprendre que si j'ai eu cette jalousie, si j'ai eu cette difficulté, si j'ai eu cette souffrance, si j'ai eu cette peur, alors c'est Hachem qui l'a voulu. Hachem qui l'a voulu pour que je le prenne, que j'en fasse, comme on a dit, un guécher, que j'en fasse d'abord un pont avec moi-même, un pont avec Hachem et un pont avec tous les autres. Voilà. Et je te souhaite, de grâce Hachem, de te continuer à t'élever dans la Emouna. Voilà, de faire comme tu nous as dit, je sais aussi dire merci et en même temps de garder les pieds sur terre.